Donc, bonjour à tous et merci d'avoir bravé les vents et les tempêtes pour venir à cette soirée magnifique. Enfin, vous le saurez peut-être bientôt. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quel est le programme de cette soirée. Donc, avec notre plan de vol. Donc, tout d'abord, je suis Grégoire Quentin. Je suis à SWAT depuis à peu près 3 ans et demi. Et principalement sur les technologies .NET, mais aussi très lié à la partie agilité. Enfin, on va dire, je fais pas partie en tant que tel du groupe Agile, mais je suis un agiliste convaincu. Et c'est entre autres ce qui m'a amené à faire cette soirée par rapport à la façon de méthodologie de travailler. Et entre autres, par rapport à mes autres fonctions, j'ai eu l'occasion de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'œuvre, du design, de la réalisation aussi. Et j'ai parfois été utilisateur d'applications, un peu comme vous tous, je pense. Et ce qui m'a permis du coup de voir différentes phases d'un projet, de sa début de conception, son émergence, jusqu'à sa réalisation et utilisation au final. Donc, tout d'abord, pour ceux qui avaient un doute, on est bien sur la soirée Quit et Not Dirty. Donc si jamais il y en a qui avaient peur d'avoir pris le mauvais aérogare ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui ne s'attendaient pas à cette soirée, qui étaient là pour le pot, bah, c'est pas loin, mais vous pouvez encore y aller. Donc sur le principe du Quick and Dirty, l'origine de ça, c'est un peu sur le Quick and Dirty où on a les spécifications qui sont marquées sur un coin de page ou un post-it ou enfin un bout de table et que finalement on essaye de galérer avec ça et bizarrement plus tard on se rend compte que c'était pas la demande. Allez savoir pourquoi. Encore si on arrive à retrouver le post-it pour prouver que c'était bien la demande, c'est pas gagné. Ou d'autres fois on est plutôt en mode Titanic, on met énormément de temps à tout prévoir, à tout construire, à tout planifier et finalement quand on le lance en prod, bah, il n'arrive pas à destination. Dommage. Donc cette soirée va durer à peu près 1 heure. Alors exactement, ça va durer 42 slides. Pour ceux qui veulent suivre, il y a les petits numéros en bas. Je les cache de temps en temps, mais ce sera peut-être plus facile à compter que les minutes. Suite à quoi, il y aura une phase de réponse à vos questions et ensuite une phase de collation et de rafraîchissement pendant lesquelles vous pourrez faire un débrief avec moi ou avec les autres personnes qui étaient présentes et qui ont trouvé des choses intéressantes ou à redire sur tout ce qu'on a dit pour l'instant. Ah oui, d'abord quelques petits rappels de sécurité avant de prendre le vol. Tout d'abord, qu'est-ce que... Enchanté, bienvenue. Donc qu'est-ce que le Quick and Dirty? Même si Donc c'est une méthodologie, enfin méthodologie façon de parler, qui a souvent été mis en place pour décrire un besoin qu'on exprime et qu'on réalise en vitesse pour souvent corriger des bugs en dernière minute ou faire une évolution en dernière minute parce qu'il y a un besoin urgent. Le problème qui arrive souvent avec ça, c'est que plus tard, cet élément qui était en quick and dirty et qui devait ne pas survivre reste présent pendant très longtemps et sur lequel on est censé faire des évolutions et là ça devient beaucoup plus compliqué. Autre petit élément sur lequel on va me parler pas mal de fois et qui entre autres est allié avec l'élément quick, c'est le time to market et qui concerne le temps au bout duquel votre produit arrivera aux utilisateurs. Alors si on doit faire un parallèle, par exemple, on voit très bien que dans la téléphonie, on a entre les différents grands groupes souvent une guerre au time to market avec qui sera le premier à sortir le prochain téléphone et faire le buzz et pour être justement le premier. Donc ce qui est la preuve que le fait de sortir très vite un produit a quand même son importance. Il ne suffit pas de le sortir bien, il faut aussi le sortir à temps. Pour le ROI, et là je me rappelle de ma première boîte de commercial où une blague habituelle était de dire que le roi est roi. Vous comprendrez d'où ça vient. J'ai galéré à l'époque. Donc là, c'est de voir quel est notre retour sur investissement par rapport, finalement, on a mis énormément de temps à spécifier, à réaliser notre produit et à continuer de rajouter des éléments dessus. Et l'idée, c'est de voir un moment de se poser, de voir, finalement, c'est bien, on a investi énormément sur un produit, et qu'est-ce que ça nous rapporte? Souvent, les gens ont tendance à perdre un peu cette vision dans le sens où ils réalisent les choses, ils ont des budgets qui sont annuels, et du coup, ils savent que cette année, ils vont dépenser tant, ils ont un budget de dépenses. Mais après, ils ne voient pas vraiment forcément à s'inquiéter du retour sur investissement. Et dernière petite passage, c'est sur le côté agile. Donc ce n'est pas une soirée
agile en tant que tel. Par contre, on embrasse énormément la philosophie agile, qui du coup est en général décrite enfin, dérivée en plusieurs méthodologies. Je pense que beaucoup ont entendu parler de Scrum, de Kanban, de Lean Startup, enfin énormément de méthodologies. Mais chacune de celles-là s'appuie sur une philosophie, qu'on dirait agile, en quoi le Quick and Dirty pourrait aussi se rapprocher. Donc on va d'abord parler de la toute première phase d'un projet, la phase de cadrage. Alors le principe de cette phase de cadrage est tout d'abord d'identifier le besoin. Parce qu'en général, il se trouve qu'on a une idée, elle est géniale, on veut tout de suite la mettre en place et dire tiens, il nous faut absolument ça. Sauf que parfois cette idée n'est pas forcément la bonne, et avant de se lancer directement dans une réalisation, une mise en prod et un échec commercial, il faut se poser un petit peu et réfléchir à cette idée. Donc là j'ai ressorti des éléments du Lean Canvas, donc qui sont très liés, qui sont extrapolés d'une Lean Startup, donc aussi une des méthodologies agiles, qui pose 9 questions à répondre avant de se lancer sur un projet. Donc c'est très valable sur Lean Startup. Là, c'est pas une soirée pour le Lean Startup. Pascal en avait fait une très intéressante là-dessus. Si vous pouvez revoir les slides, ça sera très bien pour vous. Donc sur le Lean Canvas, l'idée est de poser ces 9 questions qui concernent tout d'abord à définir quelle est notre problématique, quel est notre vrai besoin auquel on veut répondre. Notre élément, savoir qui est notre client, à qui s'adresse ce besoin. Souvent, dans les projets, on est parti sur une idée, on est parti sur un besoin à définir et on oublie finalement qui est l'utilisateur final. On pense à tout plein de choses qui seront très utiles pour potentiellement des utilisateurs, mais on oublie quel est notre utilisateur et ce qui peut jouer dans les fonctionnalités à faire. Ensuite, savoir quelle est la valeur ajoutée de ce produit. Tout bêtement, s'il existe déjà un produit qui fait exactement ce qu'on compte faire, est-ce que notre produit a une vraie valeur ajoutée de le faire ou pas? Ça peut éviter de faire des investissements pour rien. Avoir déjà une idée de la solution qu'on veut faire et spécifier quels vont être nos indicateurs de réussite. À quel moment on va définir que notre projet a bien atteint son but. De même que les différents canaux de communication qui vont nous permettre de diffuser ce projet, identifier aussi les coûts qu'on prévoit de passer dessus. Donc c'est vraiment la notion de la phase de cadrage, savoir est-ce qu'on se lance sur le projet ou pas. Ce qui est très lié du coup avec le ROI. On a prévu d'avoir des coûts et il faudra que le rapport de retour sur investissement soit là. Et du coup là c'est la notion de les revenus qui seront dégagés par rapport à ça. Et savoir aussi quel sera notre avantage concurrentiel par rapport à différents concurrents qui pourraient déjà exister. Si on reprend par exemple de la téléphonie tout à l'heure avec le fait d'avoir une nouveauté, de pouvoir par exemple copier des musiques directement sans avoir besoin de passer par un logiciel propriétaire par exemple, ça peut être un avantage concurrentiel, ça dépend de notre client cible. Tu m'as piégé. Autre phase du cadrage, découper le besoin. Alors, une des façons habituelles de découper le besoin qui est tout à fait valide, c'est par exemple d'utiliser des use cases. À savoir que dans les use cases, on identifie en général, alors pour ceux qui ne se rappellent pas use case, c'est le petit bonhomme avec des cercles. Ces cercles sont des use cases qui sont reliés à d'autres use cases par rapport à des flèches qui sont soit des includes qui impliquent que le premier use case obligera l'implémentation du deuxième use case, ou des extend qui veut dire que ce use case peut se prolonger par l'utilisation de l'autre use case. Un exemple tout simple pourrait être sur un distributeur automatique de billets. Ce que vous voulez faire, c'est retirer de l'argent et vous avez un include de vous authentifier pour retirer bien sur votre compte. Ou sinon, quelqu'un d'autre pourrait retirer sur votre compte, je ne suis pas sûr que vous soyez apprécié. Donc ce use case a une vision qui est très liée à la valeur métier. Là où je prenais comme exemple sur le distributeur automatique, je veux retirer de l'argent. Souvent sur un distributeur automatique, on peut aussi consulter l'état de son compte, on peut faire des virements, on peut se connecter. En général, j'ai parfois vu des entreprises où ils faisaient use case où l'utilisateur, le rôle, était connecté à chacun de ces use cases de façon déterminée parce qu'il pouvait faire chacun de ces éléments. Le problème, c'est pas le but d'un use case de définir quelles sont toutes les actions possibles.
Le but du use case est de définir quelle est la principale action. Du coup, là, l'utilisateur serait relié uniquement à retirer de l'argent, qui est vraiment le besoin fondamental par rapport au distributeur automatique. Et les autres use cases seraient reliés à ce premier besoin, soit par des includes, soit par des externes, et ce qui permettra de prioriser beaucoup plus notre besoin plus tard. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Certaines personnes vont vouloir mettre toutes les bulles, le fait qu'il faille se loguer, le fait qu'il faille vérifier que la personne soit connectée de la bonne façon, qu'il reste encore de l'argent sur le compte pour pouvoir retirer. On n'a pas besoin à ce niveau-là d'aller dans ce détail-là. On est vraiment sur un niveau très macro. Et aussi, autre élément que parfois j'ai vu qui est une erreur sur use case, c'est de faire un enchaînement d'actions. Les gens pensent trop, la personne va aller devant le distributeur, il va commencer par insérer sa carte, il va taper son code, il va choisir de retirer de l'argent. Là, il a clairement décrit un enchaînement d'actions et non le use case qui permettra justement de valider les besoins métiers. Une autre façon de le découper, et là qui rejoint beaucoup plus l'agilité, c'est la notion d'épopée ou d'épique. Alors je vous rassure, il n'y a absolument rien d'héroïque là-dedans, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un sabre et de combattre un dragon pour pouvoir les faire. Le principe d'une épopée, c'est d'écrire un domaine fonctionnel. On pourrait par exemple avoir la notion de retirer de l'argent qui pourrait être un domaine fonctionnel et la gestion de son compte un autre domaine fonctionnel. Ça fait deux grands épiques. Dans chacun de ces épiques, on peut faire différentes actions, mais on n'a pas besoin de rentrer en détail, c'est le même principe que le use case par rapport à ça. Et ça reste, comme je disais, un niveau très macro. Dernier élément, grâce à tous ces découpages qu'on a fait, c'est tout l'intérêt de prioriser le besoin. Une façon de le faire, c'est par rapport à des lotissements, qui est souvent très utilisé. Après, la question, pourquoi finalement prioriser ce besoin? C'est à peu près ce qu'il faut faire, on a prévu au départ de tout faire. Mais il faut savoir que là, si on prend les différents projets, alors là c'est des stats qui datent de 2012, qui ont été faits par Chaos Report, et sur la réussite de projets qui sont liés à leur base de données. Donc c'est un énorme référentiel de projets. Et on se rend compte que finalement, les projets qui ont réussi, il n'y en a que 40%. Et tout le reste ont soit échoué, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en prod, soit ils ont été challengés, c'est-à-dire soit le coût a été dépassé, soit les délais ont été dépassés, soit les fonctionnalités prévues n'ont pas été livrées. Donc c'est un premier élément où on se dit qu'il y a un problème en général dans la majorité des projets informatiques. À côté de ça, il faut savoir que si on redécoupe ce même rapport par rapport aux tailles de projet, les petits projets sont en général beaucoup plus réussis que les gros projets où on voit que finalement il n'y en a qu'à peine 10% qui arrivent à tenir leurs engagements. D'où tout cet intérêt du lotissement finalement de se redécouper sur des domaines qui soient gérables à taille humaine et non pas d'avoir des projets qui durent sur 5-6 ans et finalement on n'a absolument aucune vision, c'est impossible à planifier de façon rigoureuse et logique pour les faire. Donc, pour faire cet lotissement, l'intérêt est du coup d'ordonnancer toutes nos épopées par rapport à leur valeur ajoutée métier. Si on reprend l'exemple de mon distributeur automatique, mon premier lotissement sera de pouvoir retirer de l'argent. Le fait de pouvoir consulter mon compte, c'est intéressant, mais la valeur ajoutée métier est beaucoup moindre dans le cadre d'un distributeur automatique. Pour consulter mon compte, je pourrais très bien aller au guichet de la banque, voir un conseiller. Le but du distributeur automatique, c'est vraiment retirer l'argent. Et dernièrement, c'est un truc tout bête finalement, c'est que la définition de cette valeur ajoutée métier, on peut dire bah ouais, ça paraît évident que c'est ça qu'il faut faire. Par contre, il est très important d'impliquer l'utilisateur dans la démarche de définition de son besoin pour éviter de partir sur des a priori de ce qu'il a besoin. Deuxième phase, la phase de spécification. J'avais mis ça pour proposer. Donc sur la phase de spécification, première étape consiste à identifier les fonctionnalités. Donc tout d'abord, dans un souci d'aller vite, on va essayer d'éviter tout ce qui est roman et plutôt s'attaquer, si on prend d'un point de vue littéraire, à ce qui est des nouvelles. Pas la peine d'écrire des pavés qui seront illisibles par personne et qui mettront en plus plusieurs mois à être écrits, être revalidés, relus et non compris. L'idée, c'est vraiment d'écrire des petits éléments compréhensibles par tout le monde et facilement identifiables,
facilement dire ce besoin est bien exprimé, je comprends très bien cette fonctionnalité, ou finalement cette fonctionnalité n'a rien à faire ici, il faut la revoir, elle est mal définie. Pour ça, on utilise en Agile une notion qu'on appelle des user stories. Et souvent écrite dans le sens de en tant que un rôle, je veux un élément de solution pour répondre à un besoin. J'ai souvent vu sur des missions où les gens se contentaient du en tant que je veux, car finalement ils disaient juste quelle était la personne, quelle était la solution qu'ils attendaient. Le problème par rapport à ça, c'est que souvent ils oublient quel est le besoin, et parfois plusieurs éléments de solution du je veux peuvent répondre au même besoin. Et finalement, on aura développé plusieurs fonctionnalités qui répondent au même besoin, alors qu'on aurait pu en choisir d'en prioriser une par rapport à l'autre, en enlever une et éviter toutes les redondances et du coup la perte de temps. Il faut que j'arrête d'avancer sur mes slides trop vite. Donc, l'idée du coup, une fois qu'on a défini toutes ces priorités, qu'on a défini tous ces besoins, l'intérêt c'est de les prioriser. Donc pareil, pourquoi les prioriser ? Tout simplement parce que sur la fréquence d'utilisation des fonctionnalités sur un projet, donc là c'est des données qui datent de 2006 si je me rappelle bien, ou 2010, donc c'est beaucoup plus vieux que les derniers, c'est aussi du Chaos Report, sur l'utilisation des fonctionnalités sur un projet. Alors là on voit pas trop par rapport aux couleurs, mais en fait le jamais c'est cette partie-là. Sur les projets analysés, il y a 45% des fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées. C'est une moyenne, donc ça ne vaut pas pour tous les projets, mais c'est un indicateur très important. L'exemple le plus courant de ces fonctionnalités non utilisées, c'est tous les écrans de paramétrage, qui sont potentiellement très utiles pour un administrateur spécifique, mais qui en général sont initialisés dès le lancement de l'application dans la base de données comme il faut, et le fait qu'un administrateur puisse retourner sur des écrans pour modifier certains paramètres, généralement c'est pas utilisé alors qu'on a passé énormément de temps à développer tous ces écrans pour paramétrer. Donc du coup l'intérêt ça serait aussi de se poser derrière, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux garder ces écrans, ne pas les faire et plutôt de temps en temps passer un script pour mettre des mises à jour s'il y a vraiment une demande, s'il y a un besoin. Voilà, c'est des choses à réfléchir. Je vais trouver un jour. Donc, pour se prioriser ces fonctionnalités, de même que pour les épopées où on avait extrapolé une valeur ajoutée métier, on va faire exactement la même chose avec les différentes fonctionnalités. On va définir quelle est leur valeur ajoutée métier. Ce qui permettra de les ordonnancer de façon plus prioritaire, sachant qu'on est déjà dans un lotissement, donc on est déjà sur un scope d'épopée qui est réduit par rapport au projet. Imaginons qu'on ait pris 3 épopées sur les 26 possibles. Du coup, ce tri des user stories ne se ferait que dans ce scope de 3 épopées. C'est ça aussi qui a à remettre, d'où l'intérêt de retrier à ce niveau-là. Ensuite, on a la notion de minimum viable feature. C'est ce qu'on appellerait le minimum de fonctionnalités qui permettent d'avoir le minimum de user story qui permet d'avoir une fonctionnalité viable. Tout bêtement, comme on pourrait avoir comme user story, je sais plus sur quel exemple j'étais tout à l'heure. Bon, tant pis, je vais repartir sur le distributeur. Où pour retirer de l'argent, on pourrait avoir la possibilité de saisir un montant, valider un montant. Ce sont 2 user stories différentes. On pourrait aussi avoir la possibilité de revenir en arrière. C'est donc 3 user stories pour une fonctionnalité dans le même EPIC. On pourrait considérer qu'un minimum viable feature, c'est de saisir son montant et de le valider. Ça fait déjà un minimum qu'on peut enfin retirer de l'argent. Le fait de pouvoir annuler pour modifier, finalement c'est un confort pour l'utilisateur, mais ça ne remplit pas forcément la fonction principale. Donc d'où l'intérêt de cibler ces éléments et dire finalement on va s'atteler à travailler sur cela en priorité. Les autres seront faits si on a le temps, et si finalement on n'a pas le temps, eh ben, on les chantera parce que c'est de l'optionnel. Donc on garde cette notion de quick sans avoir développé des choses qui servaient à rien, on garde vraiment sur des choses qui sont utiles. Autre élément pour le prioriser, c'est d'associer une complexité technique. Donc là où on se réfère aux utilisateurs pour avoir la valeur ajoutée métier,
Là, on va plus se référer aux équipes qui vont vraiment développer le produit pour que eux estiment la complexité technique et avoir une idée de ce que ça va coûter. Entre autres, avoir une idée de est-ce qu'on pourra intégrer toutes les fonctionnalités ou est-ce que finalement, il faudra déjà qu'on réduise un peu notre scope. Donc, d'où l'intérêt de cette complexité. Donc, la phase de réalisation. Première étape, tester. Oui, j'ai même pas parlé encore de développer, mais c'est un truc tout bête. Pourquoi tester? Pourquoi est-ce que j'en parle à ce point-là? D'ailleurs, il y a Yaya qui en parlait un peu tout à l'heure. Ça peut répondre. Pourquoi? Tout simplement parce que le coût d'un bug, suivant la phase... Alors, là, c'est un graphique qui nous présente, en général, la phase où les bugs ont été créés. Du coup, c'est cette courbe-là. La phase où ils sont détectés, qui est la seconde en orange, c'est la seule qui est visible. Et le coût de la correction, en fonction de la phase à partir de laquelle on la corrige. Je pense que la phase de code, la phase de test unitaire, la phase de test fonctionnel, d'intégration et de mise en production. Donc évidemment, une fois qu'on est en production, bizarrement, on ne crée pas de bug. C'est assez étrange comme principe d'ailleurs. Il faudra vérifier pourquoi. Donc là, on voit tout de suite l'intérêt de tester, c'est que la majorité des bugs sont faits pendant la phase de création. Du coup, si on ne teste pas pendant cette phase de création, qu'on attend la phase de recette ou autre, on augmentera énormément notre coût de résolution de bugs et en plus notre temps de résolution de bugs. Et comme on est sur une idée de sortir un produit vite et propre, c'est là tout l'intérêt de le tester. Donc des exemples, enfin une manière de faire mais du coup c'est pas la seule pour faire ce test, c'est de faire du test driven développement, c'est-à-dire on écrit notre test avant de faire notre dev. Et ça permet d'éviter que notre test soit induit par notre façon dont on a codé notre code. Une autre façon pourrait être qu'une personne fait son code et la personne qui crée le test, pas avant mais après, le fasse, que ce soit une autre personne qui le fasse. Ça permet d'éviter le biais de la façon dont j'ai pensé mon code, c'est aussi la façon dont je pense mon test, et du coup potentiellement mon test n'est pas bon. Deuxième élément important, communiquer. Alors, une citation que j'aime bien qui est tirée du film Ronin, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le truc tout bête, ça veut dire vous êtes en train de lire une demande, une spécification, et là il y a un truc que vous n'êtes pas sûr, et vous dites ouais non ça doit être ça, donc je vais faire comme ça. Là vous avez tout faux. Vous avez un doute à un moment sur ce qu'on vous a demandé. Bah, si vous avez un doute, allez vous renseigner auprès des personnes qui l'ont écrite pour qu'ils vous l'expliquent. Parce que si vous avez eu un doute, c'est que de base vous n'avez pas compris. Avec un peu de chance vous allez tomber bien, mais dans le doute, il faut aller se renseigner. Autre moyen d'obtenir de l'aide, il y a la possibilité, ce qu'on fait en Agile, c'est les stand-up meetings ou les daily meetings pour se réunir, discuter de ce qu'on est en train de faire et potentiellement remonter des alertes. Ou tout ce qui est finalement les pauses café, les pauses clopes, les pauses soleil, les pauses un peu n'importe quoi. Tous les moments où vous vous réunissez avec des personnes et que vous avez l'occasion d'échanger, que ce soit des personnes directement de notre équipe de développement ou aussi des personnes côté fonctionnel ou autres, qui permettent du coup d'échanger sur un point sur lequel vous avez envie de discuter et d'avoir des réponses directes et de planifier, dire ah tiens bah finalement il faudra qu'on se cale un point parce que ça c'est beaucoup plus long à expliquer que juste en 2 minutes. Et comme ça vous pouvez savourer votre café tranquillement. Et enfin, donner de la visibilité. Alors il y a un truc qu'on appelle l'effet tunnel. Ce qui est trop souvent utilisé, c'est qu'à partir du moment où on a les specs, on sait à peu près, les specs c'est visible, tout le monde peut les lire, et on est obligé d'attendre que ça soit mis en prod pour savoir si les specs ont bien été faites, ou du moins que ça soit mis en recette pour valider si on a bien fait. Là, l'idée, c'est, avant même de passer sur ces étapes-là, bah, on va demander aux personnes qui ont décrit les fonctionnalités, tiens, regarde, j'ai fait telle fonctionnalité, est-ce que ça correspond bien? Ah non, il n'y a pas ça, bah attends, je te le corrige maintenant. Pareil, même principe qu'un bug, là, c'est une fonctionnalité qu'on aurait peut-être mal comprise, ça permet de la corriger au plus tôt, et pendant qu'on a encore la tête dans le guidon, qu'on sait très bien que ouais, je l'ai fait de cette façon-là, la fonctionnalité, bah, je vais pas me tromper plus tard, je vais pas attendre 2 mois pour me dire ah tiens cette fonctionnalité-là finalement c'est pas ça. Et là vous replongez dedans, vous dites mince c'était quoi, je sais plus, je sais que j'avais fait un truc bizarre mais j'arrive pas. Là au moins l'intérêt c'est vraiment de réagir au plus tôt. Ensuite, préparer l'évolutivité. Mine de rien,
vous visez sur des scopes assez réduits à chaque fois. Du coup, c'est beaucoup plus simple de réfléchir dessus sans imaginer toutes les choses en même temps. Par contre, il faut être suffisamment scalable, il faut être suffisamment évolutif. Alors souvent, suivant les bonnes pratiques, en factorisant bien son code, en ayant une architecture orientée potentiellement service. La classe. Euh, voilà, donc tout un tas d'éléments qui permettent d'avoir du code. Yes. Reviens Pascal. Donc tous ces éléments qui permettront à votre code d'être évolutif plus tard, parce que c'est beaucoup plus simple si on a à peu près posé les bonnes bases en suivant des bonnes pratiques, que de devoir plus tard tout changer sur notre infrastructure, notre architecture de solution, parce qu'on n'avait pas du tout imaginé que ça pouvait être comme ça. Troisième étape, la livraison. Donc sur la livraison, il y a la notion d'avoir un produit fini. Donc quand je dis un produit fini, c'est pas que vous avez fini de développer tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment dire qu'à chaque moment que vous ayez un élément, un produit qui soit prêt à être livré. Pour ça, en général, dans la majorité des gestionnaires de code source, que ce soit du Git, du SVN, du Team Foundation Server, vous avez la possibilité de créer des branches. L'intérêt de ces branches vous permet, quand vous êtes en train de développer une nouvelle fonctionnalité, par exemple, de faire votre fonctionnalité sur cette branche, vérifier que ça marche bien, et quand elle est validée, l'intégrer sur la branche principale qui, du coup, sera forcément bonne et prête à livrer. Et si jamais on vous demande de relivrer quelque chose, de faire une correction en urgence, vous pourrez faire une correction sur la branche principale qui n'est pas en cours de développement, étant donné que les développements en cours sont sur des branches séparées. C'est un truc tout bête, mais voilà, ça permet d'être très réactif sur des problèmes de bugs et aussi d'être très réactif si jamais on avait prévu de livrer à telle date on n'a pas tout fini, parce que sur la branche principale n'ont été livrés que les trucs qui étaient validés. Si on a encore des trucs qui sont en dev, ils sont sur une branche secondaire, donc c'est pas grave, ils seront pas livrés, mais on a quelque chose de livrable quand même. Ensuite, la notion pour la livraison la plus à un utilisateur d'un produit satisfaisant. Donc là, il y a la notion de ce qu'on appelle un minimum marketable product. Donc où là avant, quand je parlais de minimum viable feature, c'était un ensemble de fonctionnalités minimum qui permet de dire tiens, cette fonctionnalité est là. Là, l'idée, c'est qu'on a un groupe d'ensemble de ces fonctionnalités qui sont réunies ensemble et qui donnent un produit suffisamment intéressant pour que l'utilisateur puisse l'utiliser et le garder et avoir un bon retour utilisateur dessus. N'empêche que ce produit sera toujours améliorable, on pourra toujours l'améliorer avec le temps. L'intérêt par contre, c'est qu'on optimise le time to market en ayant un produit assez simple, en ayant les fonctionnalités requises minimum et d'être déjà en production et déjà accessible aux utilisateurs en un temps réduit. Une des solutions pour répondre à ce besoin, c'est ce qu'on appelle le DevOps. Alors si on devrait un peu résumer le DevOps, c'était créé à l'origine par des opérationnels qui, le principe c'est qu'ils sont chargés de s'assurer que tout ce qui est en prod, ça marche bien, c'est pas d'impact, que y a rien qui casse. Et bizarrement, quand il y a les développeurs qui arrivent avec des nouvelles fonctionnalités, ils ont tendance parfois à bousiller l'architecture que eux avaient tout bien planifié comme il faut. Donc certains à un moment se sont posés, se sont dit ça serait bien qu'on aille voir un peu ce qui se passe côté dev pour qu'on soit informé beaucoup plus tôt de toutes les modifications qu'on va devoir faire sur notre infrastructure si jamais il y a besoin. Et potentiellement les orienter, leur dire que finalement ce qu'ils ont prévu de faire ne sera pas possible dans notre système de production par rapport à des contraintes d'espace, de coûts ou différentes choses comme ça. Parce que là où parfois on a des machines de dev de guerre, c'est pas toujours le cas sur toutes les machines qui seront potentiellement le PC, l'ordinateur de l'utilisateur. Imaginons. On peut avoir des très bons serveurs, mais si c'est une application lourde, ça tournera sur le système de l'utilisateur. Donc si lui, il n'a pas un bon système, il n'a pas les bonnes cartes graphiques, ça ne pourra pas matcher par exemple. Autre élément, comment faire sans DevOps? Parce que un des autres intérêts de DevOps, c'est justement de pouvoir automatiser énormément de choses et du coup de pouvoir livrer très fréquemment sans que les ops aient besoin de s'embêter à faire toute une démarche, un élément énormément long de mise en production.
Ce que j'avais vu sur une de mes anciennes missions, qui était très intéressant, c'est eux, ils pouvaient pas faire du DevOps parce que les Ops étaient mutualisés entre différentes entités du groupe et ils avaient un process très strict, non modifiable, et qui demandait minimum un mois à l'avance de définir une date de mise en prod. Donc définir un mois à l'avance pour la facilité de mettre en prod, c'est pas forcément évident quand on veut être très réactif. Ce qu'ils avaient pris comme solution, c'est tout bête, c'est que tous les mois, ils déclaraient 2 mises en prod espacées de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'ils prévoyaient du coup ils s'arrangeaient de cette façon. Tous les mois, ils mettaient quelque chose en prod, qu'il y ait eu une modif ou pas. Ça a pu arriver parfois pour le besoin de travailler sur d'autres projets, notre projet n'avait absolument pas avancé, il était resté au point mort par rapport à l'ancienne mise en prod. On remettait quand même en production, par principe, parce qu'on avait demandé une mise en prod. Quel est l'intérêt du coup d'avoir la deuxième mise en prod 2 jours plus tard? C'est pour si jamais il y a un gros bug qui a été découvert par malheur, on peut le corriger en hotfix très rapidement, on bosse à fond pendant 2 jours, histoire de le corriger et faire une correction pour mettre soit la version corrigée en prod, soit mettre l'ancienne version qui était bonne à nouveau en prod. D'où ce double élément. Donc sur la notion d'évolution, un élément c'est d'abord de regarder qu'est-ce qu'il nous reste à faire. On avait défini tout un grand scope au début de notre produit, on a mis un certain nombre d'éléments en prod, et l'idée c'est de continuer à faire évoluer ce produit. L'idée par contre c'est de reprioriser ce qui nous reste à faire. On avait fait une priorité au tout début de notre projet, ça se trouve la priorité a pu évoluer, que ce soit par des retours d'utilisateurs, une évolution métier, que ce soit parce qu'il y a une loi qui est tombée qui finalement par exemple ça pourrait être... je l'ai oublié celle-là. L'écotaxe. L'écotaxe qui était arrivé et du coup il y a énormément de personnes qui s'étaient mis ça en priorité pour gérer l'écotaxe. Finalement l'écotaxe a été enlevé. Si l'écotaxe était la nouvelle fonctionnalité à sortir et à être développée, finalement on décide de ne pas mettre celle-là et d'en mettre une autre. C'est d'où l'intérêt de reprioriser ce qui nous reste à faire. Et ça en général c'est le rôle de ce qu'on appelle un product owner en agile. Donc j'aurais pu en parler un peu plus tôt, mais là c'est vraiment sur la notion de rester sur le scope, de dire qu'est-ce qu'on va... C'est lui qui a la maîtrise du produit et qui va choisir de réorganiser, savoir qu'est-ce qu'il y aura à remettre, enfin quelles sont les prochaines évolutions à faire et quelles sont les choses à ne plus faire finalement. Autre façon de faire des évolutions, c'est aussi à partir de mesures, contrairement au reste à faire, où là on va... c'est une notion de basée sur les métriques, donc qui est très orientée par rapport au Lean Startup, de se baser sur quelles sont les fonctionnalités qui ont été vraiment utilisées, avec différents systèmes de log pour voir vraiment comment est-ce que les personnes utilisent notre application et pour la faire évoluer finalement dans le bon sens. Une autre possibilité, c'est aussi de voir, en général sur pas mal de grosses entreprises, ils ont une assistance pour aider leurs utilisateurs et voir aussi quels sont les différents appels qui ont été faits à l'assistance. Parce que ça se trouve, il y a des choses qu'ils utilisent de façon semi-hebdomadaire. Et à chaque fois, ils appellent toujours l'assistance parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, il y a des choses qu'ils ont mal fait à chaque fois qu'ils demandent de corriger. Et finalement, s'il y a eu toutes ces demandes de réparation au niveau de l'assistance, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer sur ce qu'on leur a fourni. Ça marche, mais ça marche pas exactement de la façon dont eux l'imagineraient, donc ils perdent à chaque fois du temps. Donc rien que pour le bien-être de l'utilisateur, ça serait bien d'y remédier et qu'ils aient plus besoin de phagocyter le temps d'assistance. Une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le bouton to nowhere. C'est mettre un bouton sur une fonctionnalité qu'on n'a pas encore développée. Et du coup, en façon très basique sur la mesure, compter le nombre de fois que les utilisateurs ont cliqué dessus pour savoir, ah ouais, ce bouton, ils ont envie de l'utiliser. Après, ça peut être un peu frustrant pour l'utilisateur de juste lui mettre un bouton qui fait rien. Si on veut aller plus loin que le bouton to nowhere, l'idée c'est de mettre derrière le bouton, par exemple, un formulaire sur lequel vous allez poser des questions à l'utilisateur, lui dire que la fonctionnalité va bientôt arriver, mais qu'on aimerait avoir son avis sur ce qu'il attendait de cette fonctionnalité. Avec potentiellement un QCM, potentiellement du texte libre, mais ça permettra aussi d'avoir un retour d'utilisateur sur quelque chose que, ah ouais, il voulait faire, et pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Ça permettra de récupérer le besoin d'utilisateur dans des cas où on n'a pas la possibilité d'accéder directement à celui-ci.
Et aussi, pour faire l'évolution, il y a un objectif de zéro régression. C'est un truc tout bête, mais pour la confiance de l'utilisateur, s'il y a un truc qui marchait avant, qui ne marche plus après, c'est la mort. Enfin, je suppose que vous avez connu pas mal de systèmes d'exploitation ou de navigateurs spécifiques qui avaient cette tendance à faire que le terme zéro était différent. Et du coup, pour permettre ça, il y a un intérêt, c'est de faire tout ce qui est de l'automatisation de tests. Donc avant, j'avais parlé de faire des tests. Là, je parle vraiment finalement de les avoir automatisés. Parce que si toutes les fonctionnalités que vous avez déjà fait avant, que vous avez déjà testé avant, si à chaque fois que vous faites une nouvelle évolution, vous êtes obligé de retester toutes les anciennes fonctionnalités, vous allez passer plus de temps à tester votre application qu'à créer de nouveaux éléments. Donc là, c'est vraiment faire chaque fois que vous faites des tests, s'arranger pour qu'ils soient jouables de façon automatique. Et du coup, à chaque nouvelle fonctionnalité, vous aurez juste à repasser tous ces anciens tests automatisés et créer juste les nouveaux tests qui concernent la nouvelle fonctionnalité que vous avez fait. Et du coup, vous avez plus de temps pour développer. Je vais arrêter ça. Ah, c'est pas con le verre d'eau. Alors, un truc extrêmement important sur un projet et que les gens pensent assez rarement finalement, c'est de savoir s'arrêter. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Et franchement, il faut savoir dire stop. Parce que, après tout, l'objectif, c'est pas de dépenser le budget. C'est pas de tenir le délai. Enfin, il faut tenir le délai, mais dans le bon sens. Si jamais on a fini plus tôt, il faut dire, ah tiens, il nous reste 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 mois? Parce que il nous reste 2 mois, il nous reste de l'argent, il faut qu'on l'utilise. L'idée à un moment aussi, c'est que par rapport à celui qui gère le produit, dire non, le produit, il est bien, il convient parfaitement à l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de rajouter des nouvelles fonctionnalités qui ne servent à rien, qui vont être redondants et qui ne servent plus. Tout ça dans un objectif de retour sur investissement. Donc pour ça, j'ai le cas de IMVU, qui est une startup qui avait appliqué le Lean Startup, et entre autres qui pendant un certain nombre de quadrimestres, ça marchait parfaitement bien, si vous ne regardez pas le dernier, parce qu'ils appliquaient vraiment tous les principes d'une startup bien comme il faut. Et du coup, ils progressaient, ils se renseignaient sur leurs produits, ils voyaient avec l'utilisateur, ils faisaient évoluer, ils faisaient vraiment tout ce qu'il fallait. Et en plus, derrière, ils avaient un retour sur investissement avec du revenu qui augmentait à chaque fois qu'ils faisaient release. Et à un moment, pas de bol, une baisse du revenu. Donc du coup, après, il y a plusieurs éléments. Soit on décide, sur notre produit, est-ce qu'on continue à faire des évolutions qui finalement vont être juste du coût en plus sans forcément avoir de retour sur investissement? Ou est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des évolutions? C'est juste qu'on n'a pas réussi à cibler quel était le besoin de l'utilisateur. Voilà. Donc, je ne dirai pas quelle était la solution qu'eux ont pris, je vous laisserai vous renseigner. Ça vous donnera l'occasion d'aller voir sur le site de Lean Startup. Voilà. Un autre élément tout bête, quand on dit arrêter un projet, c'est pas non plus le mettre au placard et qu'il y ait la poussière qui arrive dessus. Il faut savoir prendre en compte, toujours rester à l'écoute des utilisateurs, savoir quand il y a un vrai nouveau besoin qui arrive pour pouvoir l'ajouter, et aussi savoir éviter d'avoir du code legacy. Au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles techno, nouvelles infrastructures qui arrivent, il peut être intéressant, en plus si vous avez bien découpé différentes parties de code, d'améliorer un élément qui est vraiment obsolète, et dire c'est pas grave, on remet cette petite brique là à jour, tout le reste n'a pas été touché, c'est juste cette petite brique là qui a été modifiée, remis à niveau, on valide, il y a tous nos tests automatisés qui sont déjà là, on les repasse, c'est bon, ça marche, c'est bon en plus, on a gagné, on a évité ce code legacy, et on est reparti, et le jour où il y aura besoin de rajouter une nouvelle fonctionnalité, on ne tombera pas sur une application qui a 20 ans de retard. Donc du coup, je vous remercie. Alors, quelques mots pour la fin. Donc pour rappel, si je vais conclure, bien penser à avoir des périmètres réduits quand vous faites des projets. Ne pas vouloir tout traiter, tout maintenant. Bien prioriser pour se concentrer sur des choses qui est compréhensible. Que toutes ces choses puissent répondre à un besoin. On a trop souvent l'habitude de vouloir répondre, de vouloir mettre une solution, mais qui n'est rattachée absolument à aucun besoin. Et ça fait du temps investi, ça fait aucun retour sur investissement. Donc c'est ni bon pour les personnes qui le font, ni bon pour les personnes qui l'utilisent. Et aussi savoir jouer avec ses contraintes. Là, c'est l'exemple que je vais donner par exemple sur
la mise en prod sans la possibilité d'avoir un DevOps, c'est pas parce qu'on a des contraintes qu'il n'y a pas moyen de jouer avec, de les contourner et de finalement s'en affranchir. Il faut juste être assez agile dans son esprit pour les contourner. Donc je vous remercie à tous de votre attention.